Notre invité ce matin, Manuel Valls, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Député de l'Essonne, apparenté République En Marche. Manuel Valls, vous étiez à Versailles hier, vous avez assisté au discours du président de la République, Emmanuel Macron. Alors, je vais prendre juste un petit extrait de ce discours. Trop de mes prédécesseurs se sont vus reprocher de n'avoir pas fait la pédagogie de leur action, ni d'avoir exposé le cap de leur mandat. Reproche justifié. Oui, sans doute, sinon nous n'en serions pas là. Et puis oui. C'était au fond au cœur de l'exercice d'hier, en complémentarité, me semble-t-il, enfin on verra cet après-midi, avec le discours de politique générale du Premier ministre. On s'est beaucoup interrogé sur la nature de cette intervention, sur le fond. Moi je la croyais utile. Et je la crois toujours utile, après avoir assisté hier au congrès de Versailles. C'est-à-dire, au fond, le président de la République doit incarner la nation et doit fixer le cap, doit donner, comme on dit, du sens, des grandes orientations. On revient à une belle lecture, à la bonne lecture des institutions de la 5e République. Son autorité vous plaît? Oui, et puis il a utilisé de beaux mots pour décrire la France, la patrie, ce qu'il appelle, lui, le progressisme. Il a parlé, c'est un terme qui me va, de république forte. Donc oui, je pense que le président de la République, même avec le quinquennat et même dans cette époque où tout va et on attend tout du président de la République, je trouve que le président de la République, Emmanuel Macron en l'occurrence, a trouvé, jusqu'à là, nous n'en sommes qu'au début, mais la bonne place et la bonne incarnation. C'est ce qui manquait à François Hollande, cette incarnation de la présidence. Mais c'est important. Bien sûr que c'est très important. Oui. Il y a parfois une part évidemment, d'injustice. les comparaisons sont établies très vite. Oui, il y a une part d'injustice parce que François Hollande a su prendre aussi les bonnes décisions quand il s'est agi d'intervenir au Mali, de répondre aux attaques terroristes ou de sauver la Grèce quand elle était menacée de sortie de l'euro. Oui, mais il faut en même temps cette incarnation. C'est-à-dire la parole présidentielle. Les Français attendent tout du président de la République, qu'il incarne à la fois la nation et qu'il s'occupe du quotidien. Et je trouve que Emmanuel Macron trouve la bonne distance, à ce stade en tout cas, entre cette incarnation, le rôle qui est le sien, et le rôle du Premier ministre. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est très important de trouver en permanence le bon équilibre entre le rôle du président et du Premier ministre. Emmanuel Macron, vous le connaissez bien, il a été votre ministre, Manuel Valls. Est-ce que vous avez confiance, franchement ? Non, mais parce que je lis ici ou là certains qui doutent, en disant on ne le connaît pas, qui est-il vraiment Mais d'abord, les Français lui ont fait confiance. Oui, les Français lui ont fait confiance, non mais d'accord. Moi-même, pour répondre à votre question, je vais voter cet après-midi la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe, nommé par Emmanuel Macron. Et il n'y a pas d'autre choix. Il faut qu'il réussisse, pas pour lui-même seulement, mais d'abord pour la France. Moi, je trouve que nous sommes dans un moment très particulier. C'est au fond un petit miracle que nous avons connu. La France aurait pu basculer dans le populisme. Marine Le Pen a fait plus de 20%. Jean-Luc Mélenchon, près de 20%. Ce populisme, ce dégagisme, ces discours anti-européens... Vous les mettez dans le même moule, si je puis dire. Ce ne sont pas les mêmes électorats, ce ne sont pas les mêmes... Oui, mais c'est le même populisme. Valeurs. Mais en tout cas, c'est une espèce de rejet, de discours contre ce qui représente la nation, des discours de sortie de l'Europe. En tout cas, ce populisme, il est là. Et voilà que nous avons un président de la République, jeune, qui donne une belle image de la France, qui est un républicain, un progressiste et un démocrate. Donc, c'est précieux. Et il faut donc qu'il réussisse. C'est pour ça que j'ai appelé à voter ici, sur le même micro, pour lui avant le premier tour. Ça ne m'a pas valu que des compliments. Et que je me suis logiquement et par cohérence inscrit dans cette majorité. Pour sa réussite, parce que la France a besoin qu'il réussisse. Et je trouve qu'il a bien pris hier la mesure du moment que nous connaissons. Il a été élu face à l'extrême droite au deuxième tour. Il a une large majorité à l'Assemblée nationale, mais, et vous le savez, nous le savons tous, avec une abstention forte à l'occasion des élections législatives. Donc tout cela est fragile. Il doit rassembler et il doit réformer, donc il faut qu'il réussisse. Alors, réforme institutionnelle, il en a parlé hier, il a confirmé ce qu'il avait déjà dit, il s'engage à réduire d'un tiers le nombre de députés et sénateurs, à limiter le cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires, à introduire une dose de proportionnelle aux législatives. Vous êtes d'accord avec ces trois mesures ? Bien sûr. Même la proportionnelle, alors que vous étiez contre ?
nous avions tous proposé à l'occasion des primaires comme de l'élection présidentielle une réduction du nombre de parlementaires. Ça veut dire à peu près 380 députés et 214 ou 215 sénateurs. Il faut le faire et introduire une dose de proportionnel. On verra combien, sans doute une centaine de députés pour permettre. Mais vous étiez contre, Manuel, j'étais contre la proportionnelle intégrale. Sur l'idée d'une dose de proportionnelle, nous l'avions proposé en 2012. François Hollande l'avait proposé. Ça n'a pas été fait, ça aurait dû être fait. Donc maintenant, il faut engager... Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait, d'ailleurs? Des oppositions internes Sans doute. Et puis l'opposition, et ça sera d'ailleurs l'un des sujets, sans doute l'opposition du Sénat à la réduction du nombre de parlementaires. Mais nous verrons bien, il y a un an, pour accomplir cette réforme, elle me paraît importante, avec l'idée derrière... avec la mise en œuvre d'une réforme importante que j'ai portée comme ministre de l'Intérieur, qui s'applique désormais, et qui bouleverse les mœurs politiques, qui est le non-cumul des mandats. Vous avez parlé du non-cumul dans le temps, je l'ai proposé aussi, il va falloir le faire, mais le non-cumul des mandats qui s'applique à partir de ce moment-là, va changer la nature du travail du Parlement aussi. Donc, des députés qui ne cumulent pas, moins de parlementaires, le président de la République l'a rappelé hier, plus de moyens pour le travail des parlementaires, pas uniquement pour voter la loi, mais pour contrôler et évaluer l'action de l'exécutif. Oui, ça va dans le bon sens. Évaluer, d'ailleurs, c'est très intéressant ça. Évaluer l'action de l'exécutif, l'action du gouvernement et des parlementaires. Une évaluation permanente. Mon vieil ami qui n'est plus là, le constitutionnaliste Guy Carcassonne, rappelait que le rôle du député, c'était d'abord de contrôler l'action de l'exécutif et d'évaluer la loi. Pour cela, il faut que le parlementaire, le député, le sénateur, ait plus de collaborateurs, de grande qualité, pour pouvoir mener en toute indépendance ce travail, même si des progrès ont déjà été accomplis. Il faut 1 an pour mener cette réforme, parce qu'il faudra opérer par ailleurs un redécoupage sans doute important des circonscriptions. Mais moi, je suis favorable à cette réforme, et c'est aussi une démonstration de la volonté de réforme du président de la République et de sa majorité. J'ai relevé un autre passage dans le discours du président de la République. Je le cite pour nos téléspectateurs, nos auditeurs. « J'appelle à la retenue. À propos des affaires, j'appelle à en finir avec cette recherche incessante du scandale, avec le viol permanent de la présomption d'innocence, avec cette chasse à l'homme où parfois les réputations sont détruites et où la reconnaissance de l'innocence des mois, des années plus tard ne fait pas le 10e du bruit qu'avait fait la mise en accusation initiale. » Vous partagez ? Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les journalistes, surtout, ne conduisez pas vos enquêtes jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça veut dire halte à trop de transparence. Non, là, je pense qu'il y a un besoin de transparence. Les responsables publics doivent être vertueux. Et cette attente, elle est forte. Je lisais une enquête d'opinion il y a quelques jours qui disait qu'une immense majorité des Français continuent de penser que les responsables publics, que les responsables politiques, que les élus sont corrompus, ce qui n'est pas le cas, ce qui est profondément injuste. C'est une poignée d'individus qui jettent ainsi l'opprobre sur l'ensemble des responsables publics. Moi, je trouve normal que des responsables publics, on attende beaucoup. Et on attend de cette vertu. Mais personne n'empêchera, ni la presse, ni bien sûr la justice, de mener ces enquêtes. Mais parce que parfois, c'est vrai, dit Emmanuel Macron, que des hommes et des femmes sont... Madame Pénicaud, est-ce qu'il faut se retenir ou est-ce qu'il faut continuer à chercher ce qu'elle aurait fait? Non, mais je n'interprète pas tous les propos présidentiels, ça c'est votre rôle. Non, mais moi, je ne pense pas que ça soit une adresse à la presse, je pense que c'est une adresse à chacun. À laisser au fond chacun faire son travail. Et quand quelqu'un est mis en examen et qu'ensuite il n'est pas condamné, qu'il est innocenté, et qu'il n'y a rien... Il y a un viol permanent de la présomption d'innocence dans ce pays. Oui, mais bien sûr, mais je crois avec que François Fillon, alors, c'était un viol de la présomption d'innocence. Ça fait des années qu'on en parle et qu'on aura beaucoup de mal à éviter cela. Soyons francs. Raison de plus pour que la loi dite de moralisation, de transparence, qui fait suite déjà à ce qui est engagé. Vous la voterez, cette loi ? Oui, bien sûr, mais moi je me suis engagé à Vous allez voter toutes les lois présentées par le Premier ministre par le Président de la République. Mais enfin, les grandes lois sur lesquelles nous nous sommes engagés, la loi de moralisation de la vie politique, la réforme du Code du travail, qui ira plus loin que celle que nous avons présentée il y a un an, et qui ira dans le sens de ce que nous souhaitions... Vous avez regretté d'ailleurs ne pas pouvoir aller plus loin? Bien évidemment, et nous l'avons regretté d'ailleurs ensemble, il y a un peu plus
d'un an, combien le temps passe vite, le temps passe vite avec Emmanuel Macron. Mais la méthode compte beaucoup, le faire en début de quinquennat est tout à fait essentiel, l'avoir dit pendant la campagne présidentielle aussi, tout en respectant les partenaires sociaux et en menant la discussion qui doit être menée. Oui, mais sur ces grandes lois de moralisation de la vie publique, les moyens qu'il faut donner, bien sûr, pour lutter contre le terrorisme, la loi travail, oui, sur toutes ces grandes priorités, oui. L'état d'urgence levé à l'automne... Oui, vous comprenez, des dispositions nouvelles ajoutées à la loi ordinaire. Bien sûr, et je l'attends. L'état d'urgence levé à l'automne, ça ne vous pose aucun problème? D'abord, il faut être prudent, parce que nous pouvons connaître à chaque fois une attaque terroriste et être obligés, être amenés à nous voir recourir à l'état d'urgence. Mais si les dispositifs qui sont dans l'état d'urgence sont intégrés dans la loi ordinaire, ce que nous avons déjà fait d'ailleurs avec la loi Urvoise, sans mettre en cause les libertés publiques, j'y suis favorable. Je pense que d'ailleurs ce débat est absurde. Personne ne remet en cause les libertés publiques. Nous avons besoin de préciser un certain nombre d'éléments. Il faudra notamment être sans doute plus précis sur la question des fiches S. Je pense qu'il faut resserrer le dispositif vis-à-vis de ceux qui représentent un vrai danger. Nous l'avons vu avec celui qui a failli commettre un véritable massacre sur les Champs-Élysées, qui est passé d'une certaine manière sous les radars, et bien traiter la question de ceux qui aujourd'hui sont en Syrie. Il y a un instant sur votre antenne, on parlait de la chute probable enfin de Raqqa, après celle de Mossoul qui est en train de se produire. Nous savons que nous pouvons avoir un retour de gens particulièrement dangereux, des hommes, des femmes, des djihadistes, des compatriotes qui peuvent revenir sur le sol français et représenter un danger. Donc là aussi, par exemple, le juge Trivedi a fait un certain nombre de propositions. Il faut être plus précis, aller plus loin pour protéger les Français. Mais je pense que quand j'entends un certain nombre d'avis, y compris de ceux qui gouvernaient il y a peu de temps, qui critiquent ce dispositif d'intégrer dans la loi ordinaire un certain nombre de dispositifs de l'état d'urgence, c'est vite abandonner la culture du gouvernement et l'esprit de responsabilité. Il manque au moins 8 milliards d'euros dans les caisses de l'État. C'est ce que dit la Cour des comptes. Budget insincère. Ce budget, c'est vous qui l'avez préparé. Je refuse. Il est insincère, ce budget, Manuel Valls? Mon expérience et la liberté de parole qui est la mienne m'amène à vous dire que Didier Migaud, que je respecte beaucoup, avec qui j'ai beaucoup discuté quand j'étais Premier ministre, a un certain nombre d'obsessions. Et notamment celle de l'insincérité. Je refuse totalement ce terme d'insincérité. Qu'il y ait des difficultés pour boucler le budget, c'est incontestable. Vous n'avez pas caché des dépenses et vous n'avez pas minimisé des recettes. Non, et il avait déjà cette obsession, et le Conseil constitutionnel a validé la loi de finances 2017, comme le Parlement, comme la Commission européenne. Ensuite, il y a un certain nombre de difficultés, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a un certain nombre de recettes que la Cour des comptes considère moins puissantes. Je ne crois pas. Je pense que les recettes, notamment des évadés fiscaux, seront au rendez-vous. Il y a le dossier d'Areva, tout ça est un peu compliqué, qui doit représenter 2,3 milliards. Un dossier que connaît d'ailleurs bien Emmanuel Macron, puisqu'il était ministre de l'économie et ministre de l'industrie. Emmanuel Macron était associé à ce budget. Non, mais c'est franchement, pas ce que je veux dire ministre. Non, si, vous le dites. Mais bien évidemment, il savait tout de ce budget. Mais il ne le savait pas seulement lui, tout ça est transparent. Non, par exemple, on est d'accord, mais il était engagé dans ce budget. Les financements concernant disons clairement Areva, les choses. Les ministres des Finances, Michel Sapin, et du Budget, Christian Eckert, l'avaient présenté à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est maastrichtien, pas maastrichtien? Est-ce qu'il faut l'intégrer dans le déficit? Ça, c'est une autre affaire. Mais ça, c'est une affaire totalement transparente, connue de chacun. Il y a ensuite une réserve de précaution pour faire face à des dépenses nouvelles en matière de sécurité, d'emploi aidé, de calamités agricoles ou naturelles. Elle n'a jamais été aussi élevée cette année dans le budget 2017. 13 milliards d'euros. Et puis, si le gouvernement précédent avait continué son action, comme les autres années, il aurait fait, avant l'été, un certain nombre d'économies supplémentaires, autour sans doute de 4 milliards d'euros. Donc, qu'il y ait des tensions, c'est incontestable. Qu'il y ait demain davantage de tensions, c'est vrai. Pourquoi ? Et tout le monde s'est engagé là-dessus pendant l'élection présidentielle. Quand on additionne les dépenses en matière de défense, 2% du produit intérieur brut d'ici 2022 ou 2025. Les dépenses de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Et les dépenses sur un secteur qui reste préoccupant. La justice, la pénitentiaire. L'état de la justice, suffit d'aller au tribunal d'Evry. L'état de nos prisons. Jean-Jacques Urvoas avait engagé un plan. Quand on additionne ces dépenses, c'est sans doute
10 à 12 milliards dans les années qui viennent. Manuel Donc, Valls. l'opération, elle est habile. C'est une opération habile de la part de qui? Qui est habile dans cette affaire? Le gouvernement. Ah, c'est le gouvernement qui est habile. Et d'ailleurs, le gouvernement qui utilise, si j'ai bien compris, la Cour des comptes pour dire attention, les finances de l'État sont très mauvaises, nous allons devoir peut-être remettre certaines promesses. Elles sont tendues, avec la croissance, il peut y avoir des recettes nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des réformes. Est-ce que des promesses et faire fiscales vont être reportées? Nous attendrons le discours du Premier ministre tout à l'heure. Non, il y a des promesses qui doivent être tenues. Je pense à une qui est la suppression. Il y a un tour de passe-passe, quoi. C'est du bon taux. C'est de bonne guerre, je dirais, mais je n'accepte pas, moi, le terme d'insincérité. Cette bonne guerre, c'est peut-être ce que nous aurions dû faire davantage, alors la situation était bien davantage dégradée en 2012, mais l'idée de faire reporter sur ceux qui ont gouverné jusqu'à maintenant la responsabilité, 8 milliards, c'est beaucoup. Vous ne l'acceptez pas, cette responsabilité. C'est beaucoup pour les Français, et en même temps, il faut le relativiser par rapport au budget. Je rappelle qu'on est passé d'un déficit de 5,1 avec une faible croissance ces dernières années en 2011 à 3,4 en 2016. Il faut continuer cet effort, mais moi je pense qu'on peut parfaitement tenir l'objectif des 3%. Mon expérience m'amène à penser que c'est bien joué, la ficelle est peut-être un peu grosse. En tout cas, ce qui compte, c'est l'avenir, les recettes, les réformes fiscales. Ça veut dire notamment que à la suppression de la taxe d'habitation. Oui. Pour 80% des contribuables. Ça, il faut absolument tenir. Il faut le faire parce que c'est un impôt injuste qui touche notamment les classes moyennes. Et puis ensuite, il y a les réformes. Et tout ça, il faut le donner dans une perspective. Et c'est bien de le faire en début de quinquennat et en début de législature. Vous défendez l'augmentation de la CSG, la suppression des charges salariales? Oui, mais si ça c'est présenté dans un ensemble où il y a et la baisse de la taxe d'habitation et la suppression des cotisations sociales et une hausse de la CSG, il ne faut pas tromper les Français. S'il y a des recettes en moins, des dépenses en plus, il peut y avoir, ici ou là, une augmentation d'impôts ou de la CSG. Il faut que ça soit, comme l'a dit le président de la République hier, fait avec beaucoup d'explications et de pédagogie. Mais moi, je serai solidaire de cette politique. Et en même temps, je veux être cohérent, je veux être loyal. Et en même temps, vous voyez, je dis en même temps déjà, il faut attendre la présentation des projets pour pouvoir s'exprimer. Cet après-midi, nous aurons déjà des informations. Manuel Valls, vous avez eu peur d'être battu? D'être battu au législatif, de voir votre vie politique s'arrêter? Il ne faut jamais avoir peur du suffrage universel. Cette élection législative, dans la première circonscription de l'Essonne, était une belle épreuve. C'était pour moi, d'ailleurs, une manière de me remettre en cause. On l'emporte ou on est battu. C'est le suffrage universel. Il n'y a jamais d'injustice dans la vie politique. On peut le ressentir comme cela, mais il faut respecter le choix des électeurs. Si vous aviez été battu, c'était la fin de votre... Vous auriez abandonné la politique? Oui, enfin, une manière de faire la politique, incontestablement, une vie d'élu. Vous auriez fait autre chose? Bien sûr. Je n'aurais pas eu le choix. J'aurais dû faire autre chose avec mon expérience, j'imagine. Mais j'avais, d'une certaine manière, je ne voulais pas quitter la vie politique sur une défaite. Et je ne voulais pas laisser cette circonscription dans la main de gens que je considère dangereux pour notre démocratie et pour la République. Qui est dangereux? La France insoumise? Oui, en l'occurrence, les candidats de la France insoumise. Ils sont dangereux pour la démocratie? Ah oui, moi je pense pour une certaine vision de la République, pour cette République forte, pour une certaine idée de la France. Oui, la campagne qui a été menée contre moi, au nom même des idées que je défendais, sur la République, la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes, oui, je pense que c'était un projet. C'est la raison pour laquelle parfois vous cristallisez une forme de haine contre vous, contre peut-être votre politique, je sais pas, vos postures, j'aime pas trop le mot, mais vos engagements. Je peux pas. Est-ce que vos engagements, vous avez dit, il y a une certaine complaisance à gauche à propos du terrorisme. Vous l'avez dit. Vous avez dit la France insoumise se compromet avec les islamistes. Oui. Je le pense d'une manière générale et pas que dans cette circonscription. Je ne sais pas si c'est une haine à mon égard sur ces sujets-là. J'ai sans doute j'ai mes propres responsabilités, bien évidemment, pris pour l'ensemble de l'œuvre du quinquennat. J'étais l'un des rares ministres à être de nouveau candidat, avec une chance de l'emporter. Je crois que nous sommes 2 ou 3 seulement du gouvernement précédent candidats à des législatives, Stéphane Le Foll, Annick Girardin et moi-même à être de nouveau réélu. Ça ne fait pas beaucoup, donc j'ai pris d'une certaine manière la vague, mais c'est cristallisé sur moi, oui aussi, une forme de haine,
dureté à cause des positions qui ont été les miennes sur la République, sur une certaine idée de la laïcité, sur la France, dans la lutte que j'ai menée contre les islamistes, précisément pour qu'on ne confonde jamais il y a compromission entre la France insoumise et les islamistes. Oui, souvent, je l'ai vu en tout cas sur le terrain, en tout cas un déni de refus d'un certain nombre de soutiens. Nous l'avons vu au cours de cette campagne, mais les électeurs ont tranché. Merci Manuel Valls, 8h55, vous êtes sur RMC BFM TV. Et restez avec nous sur BFM TV dès le début du journal de 9h. C'est maintenant au tour du Premier ministre. Déclaration de politique générale cet après-midi à 15h devant les députés. Emmanuel Macron a fixé les grandes orientations. À Édouard Philippe de les mettre en œuvre. On attend du concret. Retrouvez l'appli BFM TV